Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant T, votre magazine d'infos quotidien sur TBO. Alors aujourd'hui, beaucoup de gens en colère dans l'Instant T, comme les enseignants des collèges, le personnel de l'hôpital de Morlaix ou encore les salariés du centre social de Pont-à-Nézen à Brest. Et c'est d'ailleurs sur ce sujet-là que vous avez travaillé, Julie Sicot. Bonjour. Bonjour Pauline. Oui, effectivement, la situation est tendue en ce moment autour du centre social de Pont-à-Nézen et d'ailleurs il est fermé depuis plus d'une semaine. Vous nous expliquez tout ça tout à l'heure. Et puis rassurez-vous, ça ne va pas faire que grogner aujourd'hui dans l'Instant T, puisque nous recevons le réalisateur Philippe Faucon qui signe Fatima, un très beau film sur une mère émigrée qui élève seule ses filles. Bonjour Philippe Faucon. Bonjour. Et bienvenue sur TBO. Et puis comme c'est jeudi, Benjamin Bréon s'est penché sur l'empreinte numérique de notre invité. Bonjour Benjamin. Bonjour Pauline. Oui, effectivement, comme j'ai vu qu'il était né au Maroc, j'ai regardé ses papiers, j'ai analysé ses empreintes. Enfin bref, je me suis conformé à l'ambiance actuelle un petit peu. Bon, ce sera tout à l'heure dans l'Instant Web. Tout de suite, on démarre par un point sur l'actualité de ce jeudi 17 septembre dans le Finistère. 15 jours après la rentrée, les professeurs étaient déjà dans la rue ce jeudi pour protester contre la réforme des collèges qui aura lieu à la rentrée prochaine. Alors près de 150 manifestants à Brest et parmi eux les enseignants de Kérichen à Brest et de Comana qui s'opposent à la fermeture programmée de leurs établissements. À Quimper, ils étaient une soixantaine de manifestants et on écoute Patrick Braz, il est professeur d'histoire géo au collège Max Jacob de Quimper. Il est au micro de Cathy Timen du Télégramme. On a notamment besoin de moyens dans d'autres disciplines que l'enseignement lui-même. Des travailleurs dans tous les domaines de la psychologie. On a besoin de psychologues, d'aide sous la forme de médiateurs, sous la forme de confidents dans les établissements pour les élèves qui ne sont pas à même de suivre ou qui ne peuvent pas passer plus d'une demi-heure sans s'agiter ou même qui ne peuvent pas se concentrer plus de 5 minutes. Donc on a ces constats-là que l'on fait. Et on nous parle donc d'une réforme avec simplement une refonte des programmes, avec par exemple le départ d'une deuxième langue vivante dès la 5e, en prenant sur le temps qui était jusque-là imparti pour la 4e et la 3e, c'est-à-dire qu'au lieu de faire 3 heures et 3 heures, les collègues feront 2 heures, 2 heures, 2 heures. Dans la mesure où on sait qu'à côté, les élèves ont déjà du mal à maîtriser leur langue maternelle, qu'ils sont assez rapidement, pour une bonne part d'entre eux, débordés par la première langue vivante, c'est sûrement pas une deuxième langue vivante qui va apporter des solutions. Et colère également dans les rues de Morlaix, où 250 agents de l'hôpital se sont mobilisés contre le plan d'économie qui comprend 22 suppressions de postes. Un plan qui devrait permettre de rapporter 1,3 million d'euros et le retour à l'équilibre de l'hôpital de Morlaix, selon la direction. Alors Julie, ça grogne aussi dans le quartier de Pont-à-Nézen à Brest, où les salariés du centre social exercent actuellement leur droit de retrait. Que se passe-t-il exactement ? Eh bien, c'est assez complexe. Les informations recueillies sont partielles et bien souvent contradictoires. Donc, ça ne va pas être évident. Depuis le 7 septembre, le centre social dans le quartier de Pont-à-Nézen à Brest est fermé. La vingtaine de salariés qui travaillent sur le site a exercé son droit de retrait. Ils mettent en avant notamment des menaces qui auraient été proférées par un habitant du quartier envers le personnel du centre social. Alors, pour expliquer cette histoire, il faut revenir sur le fait que le centre recherche 3 animateurs. Des habitants du quartier auraient postulé mais n'auraient pas été sélectionnés. Une des personnes serait venue au centre pour tenter d'obtenir des explications. Et là, difficile de savoir si oui ou non il y a eu menace. Dans le quartier, certains habitants soulignent que non. Du côté du personnel, difficile d'avoir leur réaction puisqu'ils n'ont pas voulu s'exprimer, ils n'ont pas répondu à nos sollicitations. Dans tous les cas, depuis lors, 3 personnes ont été placées en garde à vue. Je vous propose d'écouter Samira, la femme d'une des personnes justement placées en garde à vue suite à cette histoire. On écoute. Il y a trois demandes de travail d'animateur, il y en a 3, et on ne veut pas ceux du quartier. Il avait le profil recherché, il était être éligible au contrat d'emploi, donc il était au RSA, donc il avait droit. Mais après, je ne sais pas. Elle n'a donné aucune explication, donc on aimerait savoir aussi, avoir des explications pourquoi vous ne prenez pas quelqu'un au moins du quartier, qui puisse au moins qui puisse mener au moins les jeunes, discuter avec eux quand il y a un conflit. Voilà, après on veut savoir pourquoi, personne n'est pris ici. Il y en a qui ont les compétences, mais pourquoi ? On a voulu ouvrir le dialogue, en fait. J'ai parlé à Ousni Travessi, je lui ai dit qu'on serait là à 15h, que les jeunes voulaient ouvrir le dialogue pour savoir pourquoi à chaque fois on fermait le centre social. Comme vous voyez, il n'y a personne. Alors, selon la mairie, Pauline, sur ces postes, les personnes de Pont-à-Nézen qui se seraient présentées ne répondraient pas aux critères demandés
pour le poste en tout cas. Dans tous les cas, ça fait plusieurs mois que la mairie suit la situation du centre. Il est à l'écoute du personnel depuis l'incendie du centre qui a eu lieu au mois de décembre. On nous indiquait que depuis cet événement, le personnel était suivi par une psychologue. Je vous propose justement d'écouter Yann Masson, c'est l'adjoint au maire en charge des équipements de quartier à Brest. Et on prend ça comme une alerte parce que on a des contacts réguliers depuis le feu ce qu'on avait pressenti sur la rentrée, par exemple, c'est qu'il y avait un retour de ce qu'ils avaient vécu pendant l'automne dernier, avant le feu. On pense, mais là c'est une interprétation, que c'est de revivre ce genre de situation, des occupations ponctuelles, de façon ces personnes-là n'étaient pas là pour les activités du centre social, hein, c'était là pour, entre guillemets, marquer un territoire, montrer qu'ils existent, montrer qu'ils sont là. Et le fait de revivre ça, ça peut-être être un marqueur pour eux et ça les a mis tout de suite en difficulté. Alors depuis la fermeture, du coup, ça se passe comment dans le quartier de Pont-à-Nézanne, Julie ? Eh bien, dans le quartier, évidemment, la fermeture du centre est un manque, aussi bien pour les familles que pour les enfants qui fréquentaient l'établissement. On a rencontré une mère de famille qui nous indiquait que l'aide aux devoirs que sa fille recevait était un vrai manque pour elle depuis plus de 8 jours. Et puis, on a aussi échangé avec des jeunes du quartier. Alors, ils ont entre 10 et 14 ans. Mercredi, quand on les a rencontrés, ils ne savaient pas très bien où aller. Ils nous ont indiqué que depuis quelques mois, ils trouvaient que le centre proposait moins d'activités pour eux. Je vous propose d'écouter ces 2 témoignages. On ne sait même pas qu'est-ce qu'il est passé, qu'est-ce qu'il arrive, on ne sait même pas c'est quoi. Nous, on veut qu'elle va l'ouvrir pour les enfants, pour tout. La même le centre là, la même on a quelque chose, on a un problème ou quelque chose, on part là-bas, on fait avec les amis, avec les amis là-bas, on l'aide ou quoi. Ouais, sans les devoirs, et moi je ne peux pas l'aider, hein, je veux dire la vérité. Je ne peux pas l'aider, elle n'a pas de frère, elle n'a pas de soeur grande, c'est elle la première, donc c'est dommage. Il pleut, on va où maintenant? On va rester dans les entrées. Il y avait tout, on galérait pas la journée. On avait une salle à nous, là on n'a rien. Alors, Pauline, ce jeudi, les habitants avaient souhaité organiser un rassemblement. Donc, ils se sont retrouvés à 15h devant le centre. Kader, un des jeunes du quartier, est également membre du conseil d'administration de l'association Horizon qui gère le centre, a lancé une pétition pour demander la réouverture du centre. Plus de 180 signatures ont d'ores et déjà été recueillies. Il a rencontré ce jeudi matin Hosni Trabelsi, le maire du quartier, et il espère avoir une entrevue avec François Cuyandre. Je vous propose de l'écouter. Que ça change ou qu'il change de direction. Parce que là, depuis qu'elle est là, ça fait 1 an, il n'y a que des problèmes. C'est la 2e fois que le centre ferme. Là, c'est marqué retrait exercé par le professionnel, mais retrait exercé de quoi? Ça explique quoi aux parents d'ici quand ils voient ça? Ça explique quoi? S'ils se sentent agressés, moi je vois pas l'intérêt de revenir au travail. Je vois pas l'intérêt. Alors cet après-midi, quand on a rencontré les habitants du quartier qui s'étaient rassemblés, ils pointaient notamment du doigt les mauvaises relations avec l'équipe dirigeante du centre. Il semblerait vraiment qu'il y ait une mauvaise entente entre les habitants et le personnel et que le dialogue soit totalement rompu. Alors c'est ce que m'a confirmé Mohamed, l'un des animateurs que j'ai eu au téléphone. Lui, il souhaiterait que le dialogue soit rétabli entre la population et le centre social. Ça semble être l'une des seules solutions pour que la situation redevienne normale. Dans tous les cas, le 23 septembre, le bureau de l'association doit se réunir. Si une solution n'est pas trouvée, le centre social pourrait tout simplement fermer, ce qui veut dire que des emplois seraient supprimés. Bien, on suivra ça. Merci beaucoup, Julie. Allez, tout de suite, on part sous l'eau, direction les fonds sous-marins de Plouguerneau, où une équipe de plongeurs démineurs travaille sur un champ de 60 mines datant de la Seconde Guerre mondiale. Regardez. En décembre dernier, le club de plongée de Plouguerneau découvre une mine dans les fonds côtiers. Immédiatement, une équipe du groupement de démineurs plongeurs de l'Atlantique lance une opération de recherche et tombe sur un champ de 60 mines sous-marines. Pour établir un état des lieux précis, un drone sous-marin est déployé permettant de sonder des fonds peu profonds et peu accessibles à cause des nombreuses roches.
Donc au sein des GPD, il est arrivé depuis 3 ans. C'est radicalement différent par rapport à ce qui se faisait avant. Il apporte une certaine autonomie au groupe de plongeurs des mineurs dans la recherche de mines sous-marines. Programmé la veille, le drone agit seul et l'équipe sur le Zodiac le suit grâce à un capteur acoustique. Le drone, en fait, lors de sa phase d'acquisition, ce que j'appellerais lorsqu'il est en navigation, nous renvoie pas d'informations d'images. Donc elle demande une récupération à l'issue de la mission et un traitement spécifique qui se fait pas dans un Zodiac. Une fois la carte des fonds définie, les plongeurs des mineurs établissent un contact visuel sous l'eau pour vérifier que ce sont bien des mines. Grâce au point GPS enregistré via le drone, les marins se positionnent précisément sur le potentiel explosif. C'est des mines donc dites de fond. C'est en gros un cylindre qui est posé sur le fond. Il y a une charge explosive d'environ 700 kg. Et l'objectif, c'était au passage d'un bateau, faire exploser la mine, donc pour couler le bateau ou tout du moins l'endommager fortement. Alors aujourd'hui, les mines sont donc dites historiques de la Deuxième Guerre mondiale, sont inactives de par le fait que ça fait 70 ans qu'elles sont dans l'eau et donc il n'y a plus de danger entre guillemets pour les bateaux qui passeraient au-dessus. En revanche, il y a toujours une masse d'explosifs qui est sur le fond, donc en cas de manipulation intempestive, on a toujours un minimum de risque, même s'il est infime, on a toujours un minimum de risque qui est un départ d'explosion. Et pour éviter tout accident, ces mines seront ensuite tractées au large, puis explosées. Rien que cet été, le groupement des plongeurs des mineurs de l'Atlantique a géré 26 opérations de déminage sur un littoral allant de Bayonne à Saint-Malo. En 2012, il avait réalisé La Désintégration, un film toujours d'actualité puisqu'il racontait l'histoire de 3 jeunes Français happés par l'islamisme radical. Le 7 octobre prochain sortira Fatima, le nouveau film de Philippe Faucon. Il est notre invité du jour. Philippe Faucon, vous êtes donc le réalisateur du film Fatima qui sort en salle le 7 octobre. Ce jeudi soir, vous le présentez au cinéma Les Studios à Brest. Fatima, c'est votre personnage principal. Alors, elle est femme de ménage, elle élève seule ses 2 filles. L'une est une ado plutôt en rébellion, l'autre prépare sa première année de médecine. Fatima, c'est aussi Fatima El Ayoubi, dont vous vous êtes inspiré pour écrire ce film. Elle aussi est une mère émigrée qui s'est mise à écrire pour évacuer ses émotions. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ses écrits pour que vous ayez envie d'en faire un film, Philippe ? Parce que ce qu'elle exprime dans son livre, c'est justement une très forte frustration qu'elle a eue dans le fait de se retrouver dans une séparation par la langue avec des enfants qui ne parlaient plus la même langue qu'elle, pardon. Et donc c'est quelqu'un qui a essayé de rétablir, de retrouver une communication avec les 2 filles qu'elle avait mises au monde et qui avaient grandi dans un environnement linguistique qui n'était plus le sien, oui, qui était différent du sien. Alors, non, je vous en prie, je voulais vous proposer de regarder la bande-annonce pour qu'on continue à en parler après. On regarde la bande-annonce. Vous faites bien la baignoire à fond, hein? Vous n'oubliez pas les cheveux là dans le siphon. Je suis persuadée qu'on va bien s'entendre. Ça me fait persuadée. Alors, comment tu trouves? Ça fait 800 € à peu près en tout par mois. Et moi, la bourse et ce que j'ai gagné cet été, ça fait dans les 400 € tous les mois. قراي العام الأول تاعك وإذا نجحتي ما يهمكش الباقي. أنا إذا نجحت بنتي mon bonheur il est comblé. Complet. بدأ الخوف يتراجع واستعدت ثقتي بنفسي. تاكلي تشربي لابسه حوايج نظاف. احمدي ربي وشكري. Je peux pas travailler ici. Comment tu veux que je travaille? Y a pas internet, tu peux pas m'aider à comprendre, tu parles même pas français. Pourquoi tu parles comme ça à ta mère? Parce qu'elle nettoie la mère des autres. Et toi, tu vas faire quoi de mieux dans ta vie? أحيانا أصبح امرأة ميتة. Dis donc, c'est les vases communicants, vous deux, hein? Comment? C'est l'une qui passe à l'autre. Les soucis, l'énergie. Oui, moi je la pose et elle m'a faussé ça. Oui, ça me fait du bien. Descends un peu. À droite, j'ai un point. هنا تلقاي الكسكس وهذه لاصوص تاعو واللحم. Top chrono. Je
Je vous rappelle que la durée de l'épreuve est de 45 minutes. Alors, l'actrice qui joue Fatima, c'est Soria Zerwal. Alors, elle-même est agent d'entretien dans la vie. Comment vous l'avez rencontrée et pourquoi vous lui avez proposé ce rôle à elle? Parce que justement, le personnage de ce film, c'était ça la grande difficulté de la recherche, du casting. C'est un personnage qui ne maîtrise pas bien le français. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué à jouer, y compris pour une comédienne de grand talent. Donc on a fait des essais avec des comédiennes. Moi, j'ai rencontré toutes les comédiennes qu'on pouvait imaginer à Paris pour ce personnage-là, qui étaient en effet des comédiennes vraiment très intéressantes et talentueuses par ailleurs. Mais à chaque fois, effectivement, ça faisait très faux parce qu'on est là dans quelque chose qu'il est très difficile de trouver. Et sur un personnage où on ne supporte pas que ça soit faux, parce que tout de suite ça fait caricatural et oui. Donc voilà, il y a un moment où il a fallu prendre conscience qu'en effet il allait faire sans doute devoir qu'on fasse une recherche en direction de non professionnels, mais là on s'est retrouvé devant une autre difficulté qu'on prévoyait, c'est-à-dire que c'est un personnage qui n'est pas non plus à la portée de n'importe quel non-professionnel. Et en effet, tous les essais qu'on a faits faisaient tous un peu amateurs et un peu maladroits, jusqu'au moment où je tombe sur cette femme, donc Soria Zerwal, et que j'ai demandé à revoir parce que justement elle avait une espèce de présence très tranquille et de façon d'être dans la scène et de pas en faire trop ni pas assez. Elle avait une espèce d'intuition qui faisait que je trouvais que c'était assez juste, c'était assez bien trouvé, assez intelligent, assez fin. Et donc voilà, j'ai demandé à la revoir et on a fait des essais répétés parce qu'effectivement pour elle c'était quelque chose auquel elle n'avait même jamais imaginé faire dans sa vie, jamais pensé. Et voilà, on l'a un peu préparé à ça et puis on s'est lancé avec elle. Finalement, la langue, c'est le troisième personnage. Il y a la mère, la fille et puis le français, oui, l'arabe. parce que oui, de toute façon, la langue, c'est ce qui constitue un individu. Et en particulier dans le type de relation qui existe entre Fatima et ses filles et qui est entravée, empêchée par le fait qu'elles ne parlent pas la même langue. Il y a quelque chose de l'ordre de la transmission, de la référence, de l'intimité aussi. Donc en effet, c'est quelque chose de très important. Et Fatima et ses filles ont des échanges de l'ordre du quotidien dans la langue que chacune maîtrise le mieux, mais dès qu'il s'agit de se dire des choses qui vont un peu plus loin, il y a cette barrière, cette séparation. Et c'est pour ça que à l'origine du livre de Fatima El Ayoumi, donc il y a sans doute le fait qu'elle a consigné des choses qu'elle n'arrivait plus à dire à ses filles en arabe, qu'elle n'était plus en mesure d'exprimer auprès de ses filles. On voit dans le film. Le livre est écrit en arabe au départ. On va continuer à parler de votre travail, Philippe Faucon, mais tout de suite, c'est Sous le regard 2.0 de Benjamin Bréon, c'est l'instant web. Benjamin, que dit-on de notre invité sur le web? C'est un vrai mystère. C'est un mystère parce que votre œuvre, je ne parle pas seulement de Fatima, mais aussi des films qui l'ont précédé, c'est une compilation de sujets difficiles, des femmes maghrébines, des problèmes de pauvreté, d'homosexualité, la vie dans les cités, tout le pack qui devrait faire venir sur les articles qui parlent de vous, tout ce que la France et la Navarre comptent comme trolls, est présent. Vous voyez ce que c'est que les trolls? Les trolls, c'est tous les pénibles qui viennent polluer les discussions là, pour sortir de leur nullité crasse. Bref, quand on regarde votre œuvre, ça devrait être l'émeute. Eh bien, pas du tout. Walou, nada, pas le plus petit commentaire négatif, pas d'insulte, rien du tout. Même la chronique, vous avez signé une chronique dans Le Plus, la partie interactive du Nouvel Obs, après l'affaire Mera, dont votre film La Désintégration était tristement prémonitoire. Et bien même là, il n'y a pas d'avalanche de réactions, c'est tout à fait incroyable. Et quand on suit de près les réseaux sociaux qui servent souvent de déversoir à la haine, c'est très surprenant. Alors je sais pas, vous avez une équipe qui veille 24 heures sur 24 à ce qu'il n'y ait pas de dérapage. Vous faites très attention. Non, d'ailleurs je
Je suis même pas très au fait de ce dont vous me parlez. Non. Je me rappelle de quelques trucs un peu pas forcément désobligeants que j'ai lus à l'occasion dans ce genre de support, mais enfin, non, en tout cas, moi, Vous allez apprendre des choses. Vous allez apprendre des choses. Peut-être le distributeur. En revanche, vous avez un vrai cercle de fans. Alors, manifestement, beaucoup de journalistes, la presse est très élogieuse avec votre travail, mais aussi, c'est heureux, des cinéphiles anonymes. Alors, c'est pas encore Brian De Palma. Si on regarde la page Facebook de Fatima, le film, c'est un peu moins de 400 fans. Mais ce qu'on peut en deviner, c'est des fidèles, quand même, le genre auditeur de France Culture, lecteur de Télérama, téléspectateur d'Arte, donc tous profs. Non, c'est pas vrai. Mais quand bien même ils seraient tous profs, j'ai regardé, il y a 840 000 profs en France, donc ça devrait suffire pour faire un carton en salle. Alors ça va pas être suffisant en revanche pour devenir millionnaire. Si on regarde votre œuvre, vous avez jamais pensé à faire les bronzés à Marrakech ou quelque chose comme ça? Non, je rigole, c'était une fausse question. Mais si on regarde les 5 films français qui ont le plus grand succès au cinéma, c'est Les Ch'tis Intouchables, La Grande Vadrouille, Astérix et Les Visiteurs, donc pas à proprement parler des études sociétales et des problématiques d'intégration, encore qu'avec Les Ch'tis, ça se discute. On risque d'avoir des problèmes avec les nordistes. C'est ça. Non, en fait, je vous chatouille, mais je ne pense pas un mot de tout ça. Si être cinéaste devait se résumé à compter le nombre d'entrées, le 7e art ressemblerait finalement beaucoup à Facebook, tout court, du rire facile, des petits chats gna du fait divers glauque, des onomatopées en guise de vocabulaire et des smileys en guise d'émotion. Je caricature, je dis je sais, je caricature. Et puis le plus gros carton au box-office en France, c'est pas proprement parler une comédie, puisque c'est Titanic. Le problème, et là malheureusement je rigole plus, c'est que lui aussi était très prémonitoire et qu'en ce moment, niveau naufrage, on est beaucoup trop fourni. Donc finalement, on peut espérer que Fatima, dont le propos est beaucoup plus optimiste, en tout cas que la désintégration, non seulement ait du succès, mais soit lui aussi annonciateur de réussite à venir. En tout cas, nous, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci. Merci Benjamin. Philippe Faucon, qu'est-ce qui vous fascine, j'ai envie de dire, chez ces familles issues de l'immigration dont vous avez envie de raconter les histoires dans vos films? Déjà, c'est mon environnement de vie. Ce sont les gens avec qui je vis, qui sont autour de moi. Parce que je suis marié avec une femme qui est d'origine algérienne. Et puis aussi, ça a un lien sans doute très réel avec mon histoire, c'est que moi-même, comme un grand nombre de Français, je suis issu de parents qui étaient des immigrés, qui ne parlaient pas le français, qui se sont retrouvés donc dans cette séparation avec la langue, avec leurs enfants nés en France, dont on parlait tout à l'heure, et qui étaient des invisibles de la société à l'époque dans laquelle ils vivaient. Est-ce que ça sauf qu'ils venaient d'Espagne. Est-ce que vous avez envie de faire passer un message avec ces films-là? Par exemple, sur l'accueil des faits aux immigrés en France. C'est comme des films qui un cinéaste engagé. Peut-être, enfin en tout cas un cinéaste, disons, concerné par les questions qui travaille la société dans laquelle il vit. Mais moi, j'ai choisi de faire du cinéma, donc je pense que ce qui m'intéresse, avant ça peut-être, c'est de faire exister des personnages, d'approcher des personnages. Et c'est seulement à partir du moment où on va arriver à faire exister réellement à l'écran quelqu'un dans sa densité humaine, dans quelque chose comme ça qui va pouvoir le relier à un spectateur, qu'on peut dire quelque chose. C'est pas en assénant du discours, du message. Voilà, donc en tout cas, ça fonctionne bien et surtout vous évitez tous les clichés en fait. C'est ça, vos films sont
On a presque l'impression parfois que c'est du documentaire, tellement c'est pétant de naturel. C'est pas, comment on fait pour éviter justement de tomber dans tous ces clichés qui sont souvent vus dans les films liés à l'immigration? Et ben justement, en essayant d'aller vers de vrais personnages qui soient faits d'autres choses que les représentations un peu attendues et stéréotypées, et en essayant de les faire exister avec une densité, une complexité, des contradictions, et des choses qu'on va chercher dans la vie et plutôt que dans les images toutes faites. Et tout ça fonctionne très bien. Je suis désolée, Julie, on a plus de temps. Fatima, en tous les cas, c'est dans les salles le 7 octobre prochain. Vraiment, allez-y. C'est vraiment un film qui fait du bien. Merci en tous les cas, Philippe Faucon. Merci à tous les trois d'ailleurs d'avoir été sur le plateau de l'Instant T. Vous pouvez revoir cette émission en replay sur www.tbo.bzh. Nous, on se retrouve demain, même heure. Et d'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao.